Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière session du tronc commun apnéiste intitulée euh, apnéiste indoor, outdoor, intitulée donc Libéré, délivré. Cette sixième session nous emmènera sur les chemins de l'eau libre. Alors, simplement, voilà. Eau douce, eau salée, il en faut pour tous les goûts. Et je vous rappelle simplement qu'étant donné que c'est un tronc commun qui est partagé entre la session apnéiste indoor, donc piscine, et apnéiste outdoor, donc eau libre, milieu naturel, il était logique que je revienne un petit peu plus sur les spécificités liées au milieu naturel. Ce soir, au sommaire, un petit peu de réglementation, fédéralement et réglementairement, qu'appelle-t-on le milieu naturel? Après quoi, on aura de la physique et de la physiologie. Alors forcément, avec des différences entre l'eau douce et l'eau salée. Pour le moment, on a parlé beaucoup d'eau douce. On va voir un petit peu ce que c'est l'eau salée et quels effets ça pourra avoir sur les objets, sur les corps, etc., etc. On va revenir un petit peu sur de la sécurité, pratiquer en sécurité et gérer la profondeur. Vous allez voir, c'est un retour à ce qu'on faisait déjà auparavant avec des notions qui sont propres avec le milieu extérieur. De l'accidentologie, quelque chose qui est forcément lié un peu plus, alors pas forcément au milieu extérieur, mais un peu plus à la profondeur. Et donc, quelque part, si on est en milieu extérieur, c'est bien souvent pour atteindre des profondeurs. Euh, et donc, un incident lié à cette profondeur, l'œdème aigu du poumon. De l'environnement, et puis par rapport à l'environnement, avoir une attitude responsable. Enfin, un petit peu de matériel, la dernière rubrique et qui, depuis le début, est la dernière rubrique à chaque session. Quelle combinaison pour la pratique en eau libre? Je vous rappelle, c'est la sixième session ce soir, donc la dernière session donnée à l'occasion de ce cours pour cette année. Comme d'habitude, cette session est enregistrée et sera disponible en ligne dès la fin de ce petit moment ensemble. 6 points de 6 minutes avec le premier, réglementation. Qu'est-ce que le milieu naturel? Alors oui, le milieu naturel est défini par la fédération. Euh, il est défini et il a des qualifications spécifiques. En ce qui concerne l'apnée, la première qualification, et on en parle ce soir, c'est celle d'apnéiste au libre. Une fois que l'adhérent, une fois que l'apnéiste aura eu cette certification, cette qualification d'apnéiste au libre, il pourra continuer à se spécialiser et devenir apnéiste confirmé en eau libre. C'est un deuxième niveau. Ce niveau fait forcément référence à des tests, à des capacités, à des connaissances, mais voilà, ça se passe très bien. Et c'est vraiment spécifique au milieu extérieur, au milieu naturel. Enfin, et c'est le niveau le plus élevé en ce qui concerne l'apnée, d'ailleurs, apnéiste piscine comme apnéiste outdoor, le dernier niveau, c'est apnéiste expert eau libre. Ce dernier niveau va pouvoir permettre à leurs détenteurs de tenter de l'encadrement et de devenir MEF, en l'occurrence MEF1 pour le premier de ces niveaux. La définition, alors, ce fameux milieu naturel, c'est quoi? Fameux milieu naturel, ou également appelé eau libre, ou également appelé outdoor. Tout simplement, l'apnée en milieu naturel, ça concerne la pratique sur des sites en environnement naturel. Par environnement naturel, on va entendre des lacs, des carrières par exemple, des rivières, la mer, les océans, etc., etc., etc. Tout ça, c'est le milieu naturel. En fait, la qualification eau libre donc, va désigner le milieu naturel, ni plus ni moins, et c'est comme ça qu'a choisi de l'appeler la commission apnée de la FFESSM. Donc, c'est une terminologie qui appartient à la commission apnée de la FFESSM. Enfin, la qualification outdoor, c'est une autre qualification qui désigne exactement la même chose, le milieu naturel, mais c'est la CMAS, la Confédération mondiale des activités subaquatiques, qui a choisi d'appeler le milieu naturel comme ça, tout simplement. Alors, les qualifications spécifiques au milieu naturel, je vous les ai données à l'oral. Apnéiste au libre, c'est le premier des niveaux qui va nous donner, en tout cas qui va donner à leur détenteur, une autonomie relative à 6 mètres. Euh, voilà, pour tous les détenteurs de ce niveau-là, il y a l'autonomie relative à 6 mètres. Si la personne est majeure et a réussi à passer son RIFA, il va avoir une autonomie complète. Alors la différence entre autonomie relative et autonomie complète, je vous la rappelle, autonomie relative, c'est une autonomie
avec la présence d'un encadrant. Ce n'est pas un encadrement direct, mais il y a un encadrant qui est présent sur les lieux de pratique. Donc, les apnéistes vont donc jouir de cette autonomie, ils pourront pratiquer et évoluer en binôme, de manière autonome, mais à la condition qu'ils soient présents sur les lieux de pratique. Autonomie complète, il n'y a pas besoin d'encadrant sur les lieux de pratique. Donc là, 2 apnéistes pourraient demander l'autorisation d'aller pratiquer au club. Le club dit « Ok, d'accord, on vous couvre », c'est des guillemets que je mets. En tout cas, le club organise la sortie. Et ces 2 apnéistes pourront donc aller participer à cette sortie de manière totalement autonome, sans encadrement. C'est ça l'autonomie complète. Donc subordonné en ce qui concerne l'apnéiste au libre, subordonné au RIFA et à la majorité. Le deuxième niveau auquel on peut prétendre, c'est l'apnéiste confirmé en eau libre. Ce niveau apnéiste confirmé en eau libre va donner une autonomie relative à 15 mètres. De la même manière que tout à l'heure, si la personne est majeure, elle aura une autonomie complète à 15 mètres. Alors, je n'ai pas précisé qu'il fallait le RIFA parce que de toute façon, pour le niveau apnéiste confirmé, le RIFA est une obligation. Enfin, le dernier niveau, c'est l'apnéiste expert, qui lui va permettre à son détenteur de jouir d'une autonomie complète à 40 mètres. Alors là, de la même manière, on ne parle plus d'une autonomie relative ou complète, subordonnée à la majorité, parce que la personne aura fait montre de suffisamment de responsabilité pour jouir de cette autonomie complète, et il est obligatoire, pour devenir apnéiste expert, d'être majeur et d'avoir le RIFA. Voilà pour les niveaux. Alors, vous allez parfois entendre parler d'autres définitions. Là, on a parlé d'une autonomie à 6 mètres, d'une autonomie à 15 mètres, d'une autonomie à 40 mètres. En fait, par la FFESSM et par un arrêté, donc là c'est un peu plus large que l'apnée, hein, on parle bien d'un arrêté du 22 juin 1998, en fait, l'espace compris entre la surface et la profondeur de 6 mètres s'appelle l'espace proche. L'espace compris entre la profondeur de 6 mètres et 20 mètres s'appelle l'espace médian. Et enfin, l'espace entre 20 et 40 mètres s'appelle l'espace lointain. Alors voilà, c'est simplement ça. C'est parfois, on va pouvoir dire, par exemple, qu'un apnéiste expert va pouvoir évoluer dans l'espace lointain. Donc ça signifiera que s'il a le droit d'atteindre l'espace lointain, il pourra évoluer entre 0 et 40 mètres. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ne soyez pas surpris, ce sont des appellations, des domaines, des profondeurs, des espaces qui existent et qui sont usités au sein de la fédération. Alors, des limitations, forcément, il y a des limitations, vous l'avez bien compris. Est-ce qu'on a le droit de pratiquer en autonomie en milieu naturel? Oui, en autonomie relative, si on a le niveau apnéiste libre. En autonomie complète, si on a le niveau apnéiste libre, et si on est majeur, et si on est titulaire du RIFA, et si on est en binôme, et en binôme avec un apnéiste au minimum du même niveau. Donc, apnéiste au libre, titulaire du RIFA, et qui soit majeur. Jusqu'à combien j'aurai le droit d'évoluer en étant titulaire de ce niveau d'apnéiste au libre? 6 mètres maximum, soit l'espace proche. On passe à un brevet, on obtient des prérogatives. Je vous rappelle, la prérogative, on en a parlé lors d'un cours déjà, la prérogative, c'est ce qu'on a le droit de le faire. On jouit de prérogatives, on jouit de droit de faire des choses sous l'eau. Alors, déjà, d'une part, pratiquer l'apnée sous toutes ses formes. Ça veut dire quoi sous toutes ses formes? Ça veut dire qu'on a le droit de pratiquer de l'apnée statique, de l'apnée dynamique avec, sans palme. On a le droit de pratiquer de l'apnée en profondeur, en gueuse, en free, en gueuse lourde, freinée. Voilà, pratiquer l'apnée sous toutes ses formes. En milieu naturel, seuls les apnéistes en eau libre majeure et titulaires de RIFA peuvent évoluer en autonomie. On en a déjà parlé. En situation d'autonomie, les apnéistes eau libre évoluent au moins en binôme dans l'espace proche, 6 mètres de profondeur maximum, sous la responsabilité au minimum d'un initiateur entraîneur apnée niveau 1. Enfin, le brevet d'apnéiste vous permettra d'accéder à l'apnéiste confirmé eau libre et une autre qualification également à l'apnéiste en piscine. Enfin, pour les mineurs, la profondeur d'évolution est limitée. Au sein du club apnée aquatique, on n'autorise pas les mineurs de moins de 16 ans à participer au club, donc la profondeur sera limitée en fonction des prérogatives de l'encadrant. Par contre, pour les tranches d'âge inférieur, il y a une limitation à 20 mètres
qui est obligatoire. Et je dirais même que pour les âges encore inférieurs, la limitation sera bien moindre. Voilà pour les prérogatives de ce niveau-là. Alors, notion d'autonomie. On est majeur, on est autonome, on a le RIFA, magnifique, on peut pratiquer en autonomie à 2 apnéistes. Super. Seulement, savoir se limiter effectivement à moins 6 mètres, on est d'accord, 6 mètres c'est la profondeur maximale d'évolution. Est-ce que ça veut dire qu'on va se limiter à ces 6 mètres? Est-ce que ça veut dire que systématiquement on aura le droit d'y aller? Non, bien sûr que non. Il faudra toujours savoir se limiter en fonction du binôme. Si le binôme ce jour-là n'est pas capable d'aller à plus de 3 mètres de profondeur, il est hors de question que nous on évolue à 6 mètres. Si jamais nous arrive une bricole, on serait seul au fond avec notre bricole. Donc forcément, évoluer également en fonction de son état de forme. C'est pas parce qu'il y a 2 semaines j'ai fait 6 mètres de profondeur que demain, en allant à l'eau, je vais savoir le refaire. J'aurai peut-être un rhume, j'aurai peut-être les oreilles qui passeront pas, il y aura peut-être un stress. Donc forcément, en fonction de son état de forme, on va se limiter. En fonction de l'accumulation de fatigue, j'entends par là que entre un début de séance où on va savoir facilement compenser, facilement descendre à 6 mètres, peut-être qu'en fin de séance, j'aurai plus de difficultés à compenser. Et là, l'état de fatigue faisant, on va se limiter davantage. Gardez toujours en tête qu'il faut savoir intervenir sur son binôme. Donc si je n'ai pas la possibilité, la capacité de descendre à plus de 3 mètres, il faut le dire de manière à ce que mon binôme n'aille pas plus profond et que je ne doive pas me mettre en danger pour aller le rechercher en cas d'incident. Voilà pour ces notions d'autonomie, voilà pour cette réglementation. On va voir un petit peu maintenant de physique, de physiologie, et d'eau douce et d'eau salée, tout simplement. Alors, simplement, la première diapo que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le milieu naturel et la température. La température de l'eau, alors là, on va parler d'eau de mer, on parle de milieu naturel. La température moyenne de l'océan Atlantique sur la surface du globe vaut 17,5 degrés. Celle de la Méditerranée, en moyenne, 20 degrés. La température moyenne d'une piscine, elle, c'est 28 degrés. Alors, on l'a vu dans les sessions précédentes, 28 degrés, on commence à être en hypothermie assez rapidement. Et donc, pour pouvoir évoluer en piscine, on a besoin d'une combi. Nécessairement, l'eau de l'océan ou l'eau de la mer étant plus froide, je ne parle pas des lacs, je ne parle pas des carrières, où l'eau est encore plus froide, forcément, cette eau est plus froide que la piscine. S'il est logique de se couvrir en piscine pour éviter l'hypothermie, ça devient encore plus vrai pour la mer. En mer, vraiment, on va être sujet à cette hypothermie, on va avoir une déperdition importante de chaleur, et donc pour prévenir cette déperdition de chaleur, il va falloir s'isoler. Donc, autrement dit, il va falloir mettre une combinaison. Le deuxième effet de l'eau de mer, c'est la flottabilité. L'eau de mer est plus dense que l'eau douce. On a tous en tête l'image de la mer morte où les baigneurs n'ont pas besoin de faire d'efforts pour flotter. Pourquoi? Parce que l'eau y est beaucoup plus salée. S'il y a beaucoup plus de sel dans l'eau, 1 litre d'eau de mer sera plus lourd qu'1 litre d'eau douce. 1 litre d'eau de mer de Méditerranée, par exemple, va peser 40 grammes de plus qu'1 litre d'eau douce. 1 litre d'eau de mer de la Manche va peser 30 grammes de plus qu'1 litre d'eau douce. Donc, autrement dit, si je remplis une bouteille d'eau, de l'eau du robinet, je la mets sur une balance. Si je remplis une bouteille d'eau de mer, bouteille identique évidemment, je la mets sur le plateau opposé à la balance, la balance va pencher du côté de l'eau de mer. Ceci étant dit, l'eau de mer est plus lourde que l'eau douce. Eh ben, on va appeler Archimède à la rescousse. Si l'eau de mer est plus lourde, les gens qui pèsent leur poids et qui n'ont pas changé de volume vont flotter davantage dans l'eau de mer que dans l'eau douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si mon apnéiste est lesté, par exemple à 1 kg en piscine, comme il flotte plus dans l'eau de mer, il va falloir qu'il augmente son lestage en mer. Tout simplement. Alors, on l'a vu, pour pouvoir se prémunir de l'hypothermie en piscine, on met une combinaison. Pour pouvoir se prémunir de l'hypothermie en mer, il va falloir mettre une combinaison. La combinaison, donc son rôle principal, c'est de protéger du froid. Forcément, en piscine, on met une combinaison qui est fine.
l'épaisseur en mer, va falloir l'adapter en fonction de la température de l'eau. Plus l'eau est froide, plus la combinaison va être épaisse. Qu'est-ce qui fait qu'elle isole cette combinaison? En fait, la combinaison, c'est un néoprène, c'est-à-dire un caoutchouc dans lequel il y a des bulles d'air. Les bulles d'air vont avoir une fonction d'isolation de l'eau. En plus, à l'intérieur de la combi, il va y avoir une couche d'eau qui va être contenue entre la combinaison et la peau. Cette couche d'eau va prendre la température du corps, et donc ça va être une deuxième couche isolante, tout simplement. Donc cette combinaison, on l'a bien compris, son premier rôle, ce sera de nous protéger du froid. Le deuxième rôle qui est intéressant sur la combi, c'est qu'il protège également des contacts. Des contacts avec quoi? Des contacts avec le rocher, par exemple, des contacts avec les moules, s'il y a des moules proches. Si jamais on est rejeté par le ressac sur un rocher, on sera bien content d'avoir cette combi qui va quand même amortir le choc. Si on a des copains qui donnent des coups de palme, une combinaison, ça protège bien des coups de palme également. Alors évidemment, quand on met une combinaison, on peut penser que par rapport à la piscine, elle va être plus épaisse, donc on va flotter davantage. On va aussi penser que l'eau de mer nous porte plus, donc nécessairement, il va falloir faire évoluer son lestage. Alors vous le voyez, j'ai mis un petit tableau pour une combinaison de 5 mm avec un apnéiste qui pèse 80 kg par exemple. On nous dit que pour nager à la profondeur entre 0 et 7 mètres, il va falloir qu'il se leste à 8 kg. Et il va donc falloir, s'il a envie d'aller de 7 à 15 mètres, diminuer le lestage. Mais on voit qu'il va falloir 8 kg pour évoluer entre 0 et 7 mètres. 8 kg quand même pour un plongeur de 80 kg, moi ça me semble beaucoup. Alors attention à ces tableaux, il va falloir de toute façon en mer repasser par des essais. C'est tout à fait empirique. On va vous faire tester votre lestage en fonction de votre combinaison et on va éviter que vous couliez. Le but du lest, je le rappelle, c'est d'équilibrer, ce n'est pas de couler. En mer, on va avoir également des petites modifications en ce qui concerne la vue. Est-ce qu'on voit mieux sous l'eau? Oui, on voit mieux sous l'eau. On voit beaucoup mieux sous l'eau. L'eau a un effet grossissant. On voit les choses, les animaux, les objets, tout notre décor rapprochés. Les distances sont raccourcies. Et également, on voit les choses plus grosses. Elles vont être grossies de 4 tiers à peu près. Mais ça veut dire quoi? Et ça, il faut s'en méfier. C'est qu'on pourra avoir des choses sur un fond qui vont nous paraître étrangement proches, et donc on va aller les chercher. Manque de bol, c'était pas si proche que ça. On s'est fait berner par une illusion. Et peut-être que l'araignée de mer que j'ai voulu pêcher n'était pas assez grosse, n'était pas à la maille, et on s'en apercevra qu'à la surface. Donc attention à ça. On verra aussi qu'au fur et à mesure, lorsqu'on descend en mer, on perd les couleurs. Bah oui. Dans la zone 0,6 m, on va perdre le rouge. Si par malheur vous saignez, vous verrez, vous ne saignez pas rouge, vous saignez vert. C'est assez déroutant. Sachez-le, la longueur d'onde est absorbée par l'eau de mer, et plus on va descendre, plus les longueurs d'onde vont être absorbées. Vous le voyez très bien sur le graphique. Le rouge commence par disparaître le premier, puis après c'est l'orange qui disparaît, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si j'ai envie de faire de la photo sous l'eau, il va falloir un apport de lumière extérieure. Ce sera le rôle des flashs que vous voyez sur la photo, et vous pouvez voir d'ailleurs que plus que des flashs, sont carrément des lampes qui vont venir éclairer le sujet à photographier pour restituer les couleurs vraies. En apnée, on va voir qu'il y a deux disciplines majeures, et ça a directement à voir avec la physique, dans le sens où il va y avoir une discipline qui va s'appeler le poids constant. Le poids constant, c'est assez simple à comprendre. Au fur et à mesure de mon évolution sous l'eau, mon poids, ma masse, ne va pas varier. Ça pourra être de l'immersion libre, du poids constant avec des palmes ou du poids constant sans palmes, tout en sachant qu'aujourd'hui, globalement, la profondeur maxi de ces apnéistes-là arrive à 100 mètres, 130 mètres pour le plus profond. L'autre grande discipline, c'est le poids variable. Le poids variable, c'est assez simple à comprendre. Je pars avec une leste, un caillou qui m'emmène vers le fond. Arrivé au fond, je lâche le caillou pour remonter naturellement. Voilà, j'ai changé de masse. Par opposition au poids constant, là, comme je lâche la masse, ce sera un poids variable. Dedans, on va trouver la gaz largable, on va aussi trouver la gaz lourde freinée. Alors la gaz lourde freinée, c'est un peu une exagération, étant donné qu'on ne va pas faire varier notre masse, mais on va faire varier notre volume. Étant donné qu'on va partir avec le poids, on va remonter avec toujours le même poids, mais on aura un ballon d'air qui va nous tirer vers le haut. Donc c'est compris dans le poids variable, même si quelque part c'est un petit peu un abus de langage. Forcément, on va évoluer en profondeur, il va falloir avoir une pratique de la sécurité qui soit ad hoc. J'entends par là,
La première des choses qu'on va mettre en place en tant qu'apnéiste, en tant qu'encadrant, c'est un filin guide. Le filin guide, c'est assez facile. C'est un repère vertical, c'est un bout qui va pendre, un pendeur, qui va pendre de la surface. En surface, il va être tenu par une bouée, il va être tenu par une potence, il va être tenu par un plafond, peu importe. Mais en tout cas, on aura un fil qui va partir de la surface et qui va se diriger vers la profondeur. Ce filin, ce pendeur, va être tendu par un lest, au fond, tout simplement. Le long de ce filin, on va pouvoir évoluer. Ce sera un repère de verticalité le long duquel on va pouvoir évoluer. Et on va se servir de ce filin pour y fixer une longe. La longe, c'est quoi? C'est un élément qui est souple, qui d'un côté va être attaché au poignet, et de l'autre côté va être retenu par un mousqueton le long du filin d'évolution. Ça permet quoi? Et en quoi c'est un élément de sécurité? Bah, d'une part, ça va permettre à l'apnéiste d'être toujours assez proche du filin. Donc il aura toujours un repère qui pourra le mener très facilement à la surface. La deuxième chose, c'est si malheureusement il va y avoir une syncope, l'apnéiste de sécurité est certain qu'en suivant le filin, il va retrouver la personne qui est en difficulté. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre systématiquement en place lors des évolutions dès qu'on va commencer à pratiquer l'apnée en profondeur. Forcément, et on ne le rappellera jamais assez, j'en ai profité d'ailleurs pour vous mettre des images qui vous illustrent, c'est des nouvelles images qui sont dispo à la Fédé, il va falloir un binôme. Forcément. En surface, le rôle du binôme, ce sera quoi? Ce sera de communiquer avec le performeur, d'assurer la sécurité de celui-ci pendant toutes les phases de préparation. Le binôme sera équipé d'un masque, forcément, pour pouvoir voir son binôme évoluer. Il va être équipé d'un tuba, en surface tout au moins. Ce tuba permettra de voir l'apnéiste en train de se préparer et de voir l'immersion. L'apnéiste de sécurité ou le binôme va être équipé de palmes pour pouvoir intervenir très rapidement. Le cas échéant, si la température de l'eau le demande, il va également être équipé d'une combinaison et du lestage qui lui permettra de descendre sans difficulté, s'occuper de son binôme. Alors, il sera bien évidemment attentif à son binôme depuis la préparation pendant l'apnée jusqu'à la sortie de l'apnée, et au-delà de la sortie de l'apnée, il va vraiment être attentif au protocole de sécurité, et encore une trentaine de secondes derrière, c'est le protocole de sécurité. Alors ça, c'est le rôle du binôme en surface. Forcément, il aura également un rôle en profondeur. Dès le demi-tour du performeur au fond, lorsque le performeur a fait sa performance, le binôme va s'immerger pour venir à la rencontre du performeur. Il va se placer à portée immédiate du performeur, légèrement en dessous de celui-ci, et il va communiquer. Communiquer, c'est pas forcément faire des coucous, ça peut tout simplement être à distance, faire un sourire, regarder les yeux en tout cas. Voilà, ce sera une communication très silencieuse, forcément on est sous l'eau, mais on n'est pas obligé de se faire signe, on n'est pas obligé de faire des OK, tout va bien. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais en tout cas, on va s'assurer de la présence d'esprit du performeur. Donc il va communiquer, va s'assurer finalement que son binôme est sain d'esprit et conscient. Il va aussi s'assurer que l'espace de remontée est libre. Et là, s'il devait y avoir quelqu'un qui est venu sur les lieux de fin d'apnée, c'est-à-dire sur le boot, eh ben, il pourra écarter ces personnes gentiment, mais il va falloir laisser la place pour le performeur. Alors, je vous ai mis donc la deuxième image, là, sur la diapositive. En apnée, il est important de mettre en évidence la notion de responsabilité envers son binôme. Il faut savoir surveiller efficacement son binôme, quelle que soit la discipline, que ce soit en bassin ou en milieu naturel. Et ça va impliquer d'être à portée immédiate de son binôme. Ça veut dire que votre position, vous, en tant qu'apnéiste de sécurité ou binôme, par rapport à votre copain, par rapport au performeur, ça sera toujours à portée immédiate, à bras de distance maximum, de manière à pouvoir se saisir de la victime si votre performeur tendait à être une victime. Alors, effectivement, en eau limite, ça va être un petit peu plus difficile, étant donné que les records aujourd'hui, Tanya Streeter, un record absolu de profondeur, 160 mètres. En eau limite, du côté des hommes, Herbert Nietzsche, 214 mètres. Alors ça, c'est la FFESSM, les records qu'elle reconnaît. Alors attention qu'elle ne le valide pas, mais qu'elle reconnaît tout au moins. C'est également ceux de la CMAS. Sachez qu'au niveau record du monde en profondeur, il est au-delà de ça pour les femmes. Il est à 170 ou 174 mètres, je ne sais plus. Mais il a été attribué de manière posthume à une apnéiste française qui est morte
lors d'une profondeur qui suivait cette profondeur de 170 mètres réalisée à l'occasion d'un entraînement. C'était Audrey Mestre, la femme de Pipine, et voilà, elle est morte lors de la tentative officielle de ce record, ce qui fait qu'il n'est pas reconnu de manière internationale par toutes les fédérations. On va parler un petit peu de gueuses largables. Donc là, on parle de poids variable. La gueuse largable, c'est en fait l'origine de l'apnée profonde. La première gueuse largable, c'est la Scandalopétra. C'est une discipline grecque qui se pratique encore de nos jours. Cette gueuse largable, en fait, c'est assez simple à comprendre. Il y a un filin qui la lie à la surface. Le performeur va s'immerger avec cette gueuse largable, va être entraîné par le fond par ce caillou. Bon, comme il n'a pas à le remonter, hein, il va remonter lui-même. Ce caillou est lié par une ficelle, par une corde, par un bout, vous l'appelez comme vous voulez, à la surface. Le principe de la Scandalopétra, c'est dès que la pierre a atteint la profondeur, ben, il y a un gars de l'équipe qui est en surface et qui va remonter à toute allure ce filin, cette gueuse, et l'apnéiste va se retenir à la gueuse toujours et va remonter par l'effort de son copain. Le record actuel, il n'est pas très vieux, c'est Andreas Gödner qui l'a établi à 112 mètres de profondeur. Forcément, cette gueuse largable, on a exactement la même chose. En plus moderne, c'est plus un caillou, mais c'est une gueuse. Une gueuse, c'est un poids en métal, en fonte, en acier, en ce que vous voulez. Et bon, en surface, il y aura une bouée. Il y aura forcément un câble et un dérouleur. Et là, l'apnéiste va se laisser emmener jusqu'à la profondeur qu'il souhaite par la gueuse. Arrivé à la profondeur souhaitée, il va lâcher la gueuse, qui, elle, va être retenue par le câble. Il va remonter, il va respirer. Puis une fois qu'il aura fait sa performance, ben, là, ce sera l'effort à faire. Il va falloir remonter la gueuse qui est bon au bout du filin. Voilà, tout simplement. C'est ça une gueuse largable. Il n'y a pas de format officiel de cette gueuse qui existe. Donc ça peut être ce que vous aurez fabriqué ou ce qu'on aura mis à votre disposition pour descendre. Bien souvent, c'est tout simplement une ceinture qui a son lest et qui va être tenue par un bout à la surface. La deuxième grosse gueuse, alors ça c'est la gueuse du film de Luc Besson, hein, Le Grand Bleu, c'est la gueuse lourde freinée. Alors là, forcément, c'est tout de suite un équipement beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd. D'ailleurs, son nom, gueuse lourde. Elle va se composer toujours d'un filin guide qui va être maintenu en surface, en l'occurrence par une embarcation. En tout cas, à l'image, c'est ce qui est là, c'est un Zodiac. Donc on aura un filin guide qui va être tendu avec un gros lest au fond. Et la gueuse va évoluer le long de ce câble et elle va être solidaire du câble via un tube. Forcément, cette gueuse est lestée. Il y aura une potence. Cette potence va permettre à l'apnéiste de se saisir de cet outil, de cet ascenseur sous-marin. La potence va également servir à attacher un accessoire indispensable, c'est les bouteilles d'air comprimées, qui vont permettre de remplir un ballon de remontée, improprement appelé parachute. Improprement parce que ça ne sert pas à descendre, mais il sert bien à remonter celui-là. Donc c'est bien un ballon de gonflage. Et forcément également, quelque part, et non visible sur la photo, il va y avoir un système de freinage qui va permettre à l'apnéiste de freiner, voire d'arrêter la gueuse à la profondeur souhaitée avant de regonfler le ballon. Voilà, alors généralement c'est un frein simple effet, c'est-à-dire qu'il va freiner la gueuse dans la descente, mais qu'il ne pourra pas la freiner dans la remontée. Donc assez simplement, l'apnéiste va bloquer le frein, et dès qu'il va vouloir entamer la remontée, le frein sera toujours serré. On va gonfler en lançant l'admission d'air dans le ballon, et dès que la gueuse va décoller, on va couper l'admission d'air, histoire d'économiser un petit peu l'air de la bouteille et de pouvoir faire plusieurs descentes avec cet outil-là. Voilà pour le matériel. Voilà pour le matériel. Et puis un petit nuage de mots, et je vous invite à le compléter, ce nuage de mots. Ne faites pas d'apnée seule. Et c'est toutes les traductions que je suis allé chercher, notamment en anglais, Never Free Dive Alone. Ne faites pas d'apnée seule. Et puis vous l'avez en russe, vous l'avez en arabe, vous l'avez en grec, en latin, vous l'avez en espagnol, vous l'avez en plein de langues, en allemand également. Voilà. Alors pour les gens qui ont envie de s'entraîner, il y a même du chinois. Ça nous mène à l'accidentologie. L'accidentologie est l'œdème aigu du poumon, qui est un accident qui est directement lié à la profondeur. Alors, je vous rappelle, et comme d'habitude, sauf la session précédente qui n'a pas vu l'accidentologie, mais les accidents ils sont toujours traités et expliqués en cause, la cause de l'incident, en symptômes, ou les symptômes visibles par le binôme ou ressentis par le performeur.
La prévention, comment éviter l'incident, et enfin la conduite à tenir. L'incident est survenu, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'il faut réagir. L'incident de ce soir, donc, c'est l'OAP, c'est son acronyme, qui désigne l'œdème aigu du poumon. Alors souvent, dans les questions des examens, on parle d'OAP, ne soyez pas surpris, l'OAP désigne bien l'œdème aigu du poumon. Alors la première de ce qui nous intéresse, la cause. Il peut y en avoir deux majeures. La plus commune, c'est une respiration, enfin, pardon, non, c'était pas la plus connue. La plus connue, pardon, c'est le demi-tour violent en profondeur. Une cage thoracique comprimée par la profondeur, un apnéiste mal échauffé, qui va faire un demi-tour dorsal, vous le voyez sur la photo, et non ventral, et il va y avoir une déchirure, il va y avoir un étirement du poumon, et une déchirure dans le poumon qui va dégénérer en œdème. L'œdème, ça veut dire quoi? C'est un œdème, c'est comme quand vous avez un bleu sous la peau. Hein. Le bleu, c'est du sang qui est sous la peau. Un œdème, ça va être du sang ou ça va être de l'eau qui va être dans le poumon. C'est un liquide dans le poumon, l'œdème. Il peut être lié encore à deux circonstances. La respiration sur détendeur. Alors, un plongeur va savoir respirer sur son détendeur. Un apnéiste, il ne faut surtout pas le faire respirer sur un détendeur parce que si le plongeur est habitué à respirer et donc à recracher l'air, l'apnéiste ne va pas le recracher et va causer une surpression pulmonaire. Donc ça peut être cause également d'un œdème aigu du poumon. Et enfin, la dernière des choses possibles, c'est la respiration dans des cavités sous-marines. La respiration dans une cavité sous-marine, ça peut être quoi? Une immersion, vous rentrez dans une grotte, voilà, vous respirez dans la grotte, alors c'est double fausse bonne idée. D'une part, la grotte peut être sous pression, et donc vous risquez un AOP, et d'autre part, vous ne savez jamais ce qu'il y a dans une grotte. Est-ce que c'est de l'air? Est-ce que c'est pas autre chose, un autre gaz? Ne jamais, jamais, jamais respirer dans les grottes, ne jamais respirer dans des cavités sous-marines. Donc, en gros, ne jamais respirer sous l'eau quand on est apnéiste, tout simplement. Les symptômes de l'OAP, de cet œdème, sont lesquels? Visibles par le binôme, ce sera une pâleur, une grande pâleur, un grand signe de fatigue, de détresse respiratoire sur l'apnéiste, sur le performeur. La deuxième chose, c'est des crachats de sang, crachats rosâtres en fait. Ça ressemble pas forcément à du sang, mais en tout cas, on crache rouge, rose. Voilà, ça, ce sera vraiment quelque chose, ça se verra. Il va y avoir une toux également, mais une toux avec des crachats. Ressenti par l'apnéiste, voilà, la pénibilité à respirer, c'est le premier des symptômes. Hein. Quand on a un liquide dans les poumons, on a du mal à respirer. En tout cas, on a des difficultés. On ne sent pas nécessairement la présence de liquide, mais on va avoir des difficultés. De la même manière, si je crache du sang, voilà, une toux avec ce crachat de sang ou crachat rosâtre, ce sera une indication. Et enfin, une oppression thoracique. Une oppression thoracique, c'est lié à une difficulté de respiration, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prévenir cet œdème aigu du poumon? Première des règles, prendre le temps de progresser. Ça ne sert à rien de vouloir aller à des profondeurs trop importantes trop rapidement. Vouloir progresser trop vite, vouloir aller trop vite, très profond, c'est s'exposer à un risque d'œdème aigu du poumon. Apprendre la profondeur, tout simplement, comprendre qu'il va falloir, d'une part, progresser en prenant son temps, mais d'autre part, qu'il va falloir également laisser la profondeur nous envahir. C'est-à-dire ne pas résister, ne pas forcer sur les muscles pour résister à cette sensation d'oppression qu'on rencontre en étant profond. Exécuter des demi-tours ventraux, on sait que le demi-tour dorsal va étirer le diaphragme, quand le demi-tour ventral va éviter cet étirement. Et puis, une règle d'or, ne jamais respirer sous l'eau. Jamais, jamais, jamais. Bon, manque de bol, l'accident a eu lieu. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout simplement, réagir. On communique avec la victime, on lui parle, on s'assure qu'il est avec nous, qu'il reste présent. Il va falloir la rassurer. Un OAP, oui, ça pourrait dégénérer. Pourquoi pas? C'est quand même relativement rare. C'est pas bénin, mais ça peut évoluer très favorablement. Et ce sera la majeure partie des cas, je tiens à vous rassurer. Par contre, on va faire sortir la victime de l'eau. C'est fin de session dans ces cas-là. On ne va pas renvoyer la victime sous l'eau. Il faudra alerter. Alors, si vous êtes en autonomie, ça alerter la terre, alerter les gens, parce qu'il faudra surveiller l'évolution. Si c'est pas grave, si c'est bénin, ça va se réduire de soi-même et c'est l'histoire d'une petite semaine. Si par contre ça devait dégénérer, si la toux devenait plus importante, si les râles devenaient plus importants, il va falloir prévenir des secours à terre. Il va falloir leur expliquer les circonstances de l'incident et il va falloir envisager une médicalisation
ou une sortie en tout cas, un SAMU, un médecin, pour qu'il lui-même lui donne son avis et indique à l'apnéiste la marche à suivre. Enfin, il faudra sécuriser. Ça veut dire quoi? Ben, sécher la victime, la couvrir, l'hydrater, la rassurer. Pourquoi pas, si vous avez les moyens, administrer une oxygénothérapie. Voilà. Alors, c'est si on a les moyens et si on a la compétence, forcément. Donc, pour résumer, il s'agit de l'œdème aigu du poumon. Ça, c'est le nom de l'incident. Encore appelé, je vous l'ai dit tout à l'heure, et désigné sous le nom de l'acronyme OAP. Les causes de cet incident, ça peut être une respiration sous l'eau dans une cavité sur une bouteille d'un plongeur, ou plus généralement un demi-tour mal négocié, en tout cas une cage thoracique pas assez souple. Les symptômes, des crachats de sang, des crachats de galère rosâtres. La prévention de cet incident, ne pas respirer sous l'eau tout simplement, faire des demi-tours ventraux également, conduite à retenir, comme d'habitude, sécuriser, alerter et surveiller l'évolution de l'accidenté. Un petit peu d'environnement, simplement avec des notions relativement simples, et ça va être très vite brossé, vous allez le voir, avoir une attitude responsable. Et ça, c'est lié, et forcément lié au milieu extérieur. La première des règles, on regarde avec les yeux, on ne touche pas sous l'eau. Alors, verbe voir, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Et il y a pas mal d'articles, dont d'Éric Jourdan qui est paru dans un Subaquois, où toucher n'est pas jouer. On a souvent tendance à vouloir toucher les choses. Ça fait partie de nos sens. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Mais au moment de toucher, on doit toujours se poser la question, est-ce qu'on, c'est pas le geste en trop? Est-ce que le fait de toucher, et on en a parlé la semaine passée, est-ce que le fait de toucher les choses, c'est pas déranger, c'est pas mettre en péril la reproduction? Est-ce que c'était bien nécessaire? Est-ce qu'au-delà de toucher, c'est tout à fait légitime de prendre un poisson puis de l'envoyer dans les airs, ou une araignée de mer, et de l'envoyer dans les airs parce qu'elle n'a pas la maille? Oui, elle va recouler, d'accord. Ok, très bien. Mais est-ce que c'était réellement son milieu de passer dans l'air avant de retomber dans l'eau? Est-ce qu'il n'aurait pas valu réfléchir au fond, avant même de prélever l'animal? Est-ce que réellement on avait besoin de le toucher, de le manipuler? Donc vraiment, on regarde avec les yeux, pas avec les mains. Ça, pour moi, c'est une évidence et j'ai envie que ça le devienne pour beaucoup plus d'apnéistes. Ne pas être intrusif. Rester à l'écart. La deuxième des choses, et ça devient vraiment une évidence, on jette ses déchets quand on en produit, et pour éviter d'avoir à les jeter, on en produit le moins possible. Un pique-nique, ça doit être zéro déchet. Pour faire en sorte que ce soit zéro déchet, le pique-nique, à la place de l'acheter tout fait, des sachets de chips, ça j'entends, des barquettes en plastique qui contiennent des sandwichs ou des salades, eh ben, peut-être que c'est mieux d'emmener sa salade dans un pot de confiture, par exemple. Pot de confiture, il aura deux mérites. D'une part, il va contenir la part qu'il vous faut. Un gros pot à confiture, c'est peut-être de trop par rapport à l'activité qu'on fait. Donc un pot de confiture standard, normal, ça sera suffisant ce qu'il y aura à manger dedans. Donc déjà, d'une part, vous allez manger une quantité normale. Et d'autre part, le pot à confiture, vous n'aurez qu'à le nettoyer, rentrer chez vous, et il resservira plus tard, ce pot à confiture. Donc voilà, zéro déchet. Et c'est très très simple à faire. La salade que vous allez mettre dedans, en plus, elle sera bonne, vous l'aurez faite vous-même, ce sera avec des bons produits, ce ne sera pas plein de conservateurs ou de choses achetées à la dernière limite. Donc, pas d'impact, en tout cas pas d'impact en ce qui concerne les déchets. Pour moi, c'est vraiment une solution idéale. Forcément, si on avait des déchets, à les mettre à la poubelle. D'accord, manger une pomme, c'est un trognon. Trognon, on peut le jeter à l'eau. Préférez le jeter à la poubelle. La pomme, naturellement, n'a pas vocation à se trouver à l'eau. La pomme, quand elle tombe de l'arbre, elle se trouve dans la terre pour donner un pommier. Elle ne se trouve pas à l'eau pour nourrir les poissons. D'ailleurs, personnellement, j'ai jamais vu de poisson se nourrir de pommes ou de bananes. Donc, ok, biodégradable, d'accord, oui, biodégradable, d'accord, achetez-le dans la poubelle biodégradable qui sera sur terre. Ne le jetez pas à l'eau, tout simplement. Respectez la faune et la flore. Évidemment, les espèces, on en a déjà parlé, sont sensibles au dérangement, donc on va éviter de les toucher, on va éviter également de modifier leur habitat, on va les toucher le moins possible. Même si on pensait nettoyer, en
prenant la canette en verre sous l'eau, peut-être que la canette en verre était l'habitat du poisson. Donc la canette en verre, peut-être qu'à ce moment-là, ça ne dérange pas qu'on la laisse sous l'eau. Évidemment, si c'est un sachet plastique, c'est une autre affaire. On le sortira de l'eau. Un sachet plastique ne sert pas d'habitat des poissons. Les poissons ont besoin de grandir, donc si jamais on doit pêcher, si jamais on s'est mis à l'eau avec une arbalète, on va vérifier qu'il soit à la taille. C'est valable pour les poissons, c'est valable pour toutes les autres espèces, et je vous ai remis des règles à respecter pour chaque espèce, que ce soit le bulot, que ce soit la coque, la moule, le couteau, que ce soit les crevettes, que ce soit des crabes, des tourteaux, des homards, des araignées, il y a des mailles, il faut les respecter, et au-delà de respecter la maille, il ne faut que pêcher ce qu'on va manger. Pêcher, même si c'est à la maille, plus que de raison, en se disant je le garde pour plus tard ou je le donnerai à des copains, c'est pas intelligent. On ne pêche que ce qu'on mange. Pour résumer, comment limiter son impact écologique en mer? On ne nourrit pas les poissons, on ne touche pas la faune, la flore. On limite, voire on ne produit pas de déchets. Si on est en bateau, on va favoriser le minimum de déplacement à moteur, c'est-à-dire que lorsqu'on aura choisi la zone, on va éviter de se déplacer et de faire 5 mètres pour aller sur la zone d'à côté. Non, on va les faire en nageant. Et puis, on va essayer de jeter l'ancre sur des zones sableuses, ou mieux encore, s'il y a des bouées de mouillage, on va s'attacher à la bouée de mouillage, tout simplement. Enfin, et pour terminer, évidemment, on est apnéiste. Quand on est dans l'eau, on reste apnéiste dans la vie de tous les jours. Donc, dans la vie de tous les jours, ça doit être également des réflexes. Choisir de la vaisselle réutilisable à la place de vaisselle jetable. Faire réparer ses appareils, éviter d'imprimer, de se servir de papier, utiliser un cabas plutôt que des sachets jetables. Bon, bref. Faire en sorte d'avoir une attitude responsable. C'est pas simplement lorsqu'on a la combinaison que c'est intéressant, c'est tout au long de sa vie, c'est dans la vie de tous les jours, tout simplement. Voilà qui clôt ce petit chapitre environnement. Vous aurez constaté qu'il a une page de moins que d'habitude. C'est pas grave, on a rajouté la page du côté des combinaisons. Donc je vous emmène du point de vue du matériel sur justement quelle combinaison pour la pratique en eau libre. Alors, quelle combinaison? À quoi ça sert déjà une combinaison? Allez, réponse A, à adopter une bocossitude parfaite. Effectivement, vous le voyez sur les deux photos, où on nous a mis des mannequins, mais où la combinaison met en valeur les arguments de madame et ceux de monsieur. Tout de suite, ça fait pro, tout de suite, ça fait apnéiste. Bon, non, c'est pas forcément à ça que ça sert une combinaison. Peut-être à enrichir les fabricants et les distributeurs de matos. Ça, c'est une certitude par contre. Les combis les plus chères et les plus belles seront celles qui vont enrichir le plus les fabricants. Mais pour moi, ça ne doit pas servir à ça, même si elle permet effectivement par ses jolis décors de briller et de faire l'apnéiste parfait. Ça sert avant tout à protéger du froid. Ça sert également à se protéger des contacts. Est-ce que ça sert à améliorer sa nage? D'après les vendeurs, oui, ça peut servir à ça. Et effectivement, en ce qui concerne les combis de nage, de natation, ça a permis d'établir des records qui ne sont pas battus aujourd'hui. Donc peut-être quelque part que la combi peut améliorer la nage. Quoi que ça reste à prouver, en milieu naturel, en tout cas, ce ne sera pas pour ça qu'on la mettra. Ça sera vraiment pour se protéger du froid et se protéger des contacts. La combi, elle est composée de néoprène. Et on va voir que le néoprène peut exister en gros de deux manières. Avec du refendu, une couche. Alors, c'est une couche de refendu et une couche de nylon. La couche de refendu, normalement, est à l'intérieur. La couche de nylon est à l'extérieur de la combi. Je dis en général. Il y a des combis, c'est pas ça. Il y a des combis, c'est l'inverse. Le nylon est à l'intérieur, le refendu est à l'extérieur. En tout cas, sur du refendu, une couche, il y aura plusieurs épaisseurs de néoprène disponibles. De 1,5 mm à 7, 8, 9 mm. Les avantages du néoprène refendu, une couche, c'est qu'il va être vraiment très souple. Cette souplesse va permettre à la combinaison de s'adapter parfaitement à la morphologie et d'épouser les mouvements du nageur. Et on parle bien de nageur. Donc la personne va nager avec cette seconde peau et est très à l'aise dedans. Par contre, les inconvénients sur les combis de 1,5 à 2,5 mm, c'est que ces combis vont être réservés aux eaux chaudes
Et le deuxième gros inconvénient, c'est que le refendu intérieur va nécessiter une lubrification avant de pouvoir l'enfiler. Généralement, les apnéistes vont choisir de lubrifier avec du savon. C'est pas une technique que moi j'aime parce que le savon, d'une part, n'a rien à faire en milieu naturel. Votre combinaison va être mise en milieu naturel. Il va y avoir une circulation entre l'eau à l'intérieur de la combinaison et l'eau du milieu. Donc le savon que vous aurez mis pour lubrifier votre combinaison va se retrouver dans l'eau de mer. C'est pas, pour moi, une manière responsable d'être dans l'eau. On l'a vu, il faut limiter au maximum son impact. S'il faut se lubrifier, autant se lubrifier à l'eau de mer. Oui, c'est moins agréable. Oui, on y laisse 3 poils à chaque fois qu'on s'habille et qu'on se déshabille. Mais d'un autre côté, on a un impact très neutre sur le milieu. La deuxième raison qui me pousse à limiter l'usage du savon, c'est tout simplement que en lubrifiant votre combi au savon, vous allez également mettre du savon dans la combi et sur votre peau. Passer 1 heure et demie dans une combi dans laquelle il y a du savon, c'est soumettre votre peau à l'agression du savon. Le savon a été prévu, a été fabriqué pour avoir une action de 3 à 5 minutes maximum sur votre peau. Pas en tout cas d'1 heure et demie. Donc ça, c'est la deuxième raison. Le savon va être corrosif et va perturber le pH, va perturber votre peau, il va y avoir une attaque. Donc attention à ça. Sur les épaisseurs de 5 mm et supérieures, le refendu va pouvoir être porté en eau tiède, voire en eau froide, mais il va être très fragile en milieu naturel. Donc ça, il faut le savoir. Lorsque vous choisissez une combi refendue, elle va avoir une durée de vie beaucoup plus courte qu'une combi non refendue. Ça m'emmène à parler du refendu de couche. C'est toujours une qualité de néoprène, le refendu. Mais cette fois-ci, on n'aura pas le refendu directement à la peau. Il y aura un nylon extérieur et un nylon intérieur. Forcément, 5, 7, 9 mm, ces combis-là vont être beaucoup plus robustes et ne vont pas nécessiter de lubrification, ni pour mettre la combi, ni pour la retirer. Donc ça va vraiment être une combi très pratique. Par contre, l'épaisseur de la combi va limiter les mouvements, elle va être moins confortable finalement qu'une combi refondue. Et en plus, forcément, elle va augmenter la flottaison. Donc on aura besoin de se lister plus sur ce type de matériel. Alors, en combinaison, là, je vous ai mis des combinaisons Homer, tout simplement parce que c'est une marque qui voilà, rassemblait pas mal de modèles. Il existe des combinaisons monopièces femmes. Là, vous le voyez, c'est une combinaison monopièce avec une fermeture dans le dos. C'est une combinaison refendue, donc elle va nécessiter une lubrification pour la mettre. Et vous le voyez également, c'est une combinaison qui n'a pas de cagoule. Donc, nécessairement, ces combinaisons-là, elles vont être plutôt réservées à des eaux tropicale ou à la pratique en piscine. Cette combinaison existe en monopièce femme, elle existe également en monopièce homme, et vous pouvez voir que d'ailleurs le mannequin qui porte la combinaison, c'est Umberto Pellizzari, qui est un champion d'apnée italien. D'ailleurs, la combinaison, il me semble, porte son nom. Le PW5, ça doit être le modèle Umberto Pellizzari. Pareil, même remarque sur la combi femme, cette combi est super fine. Ce sont des eaux tropicales, des eaux vraiment chaudes. Il n'y a pas de cagoule, donc ce sera vraiment pour une pratique en eau chaude ou en piscine. Pour ce qui est de combinaison, alors toujours refendue, mais cette fois-ci combinaison d'eau un peu plus froide, ça sera pour la modèle femme, la Valkyria. On voit tout de suite qu'on est sur des épaisseurs de 5 à 7 mm. Ce sont des 2 pièces, avec un pantalon ou une salopette, et avec une veste. Là, nécessairement, il n'y aura plus de fermeture éclair. Donc, on va limiter les entrées d'eau. On va les limiter aux poignets, à la tête et aux chevilles. Cette limitation des entrées d'eau va permettre à l'eau qui a la température du corps de moins s'échanger avec l'eau extérieure. Donc, on va avoir moins de déperdition de chaleur. Vous pouvez remarquer aussi que cette combinaison est pourvue d'une cagoule. Alors là, effectivement, le mannequin qui porte la combinaison n'a pas mis la cagoule, mais on la devine autour du cou. Donc, ça va éviter des déperditions de chaleur par la tête. Ce modèle Valkyria est un modèle femme. Il y a un modèle homme, refendu également au dino 5 à 7 mm qui existe pour les hommes. Exactement sous les mêmes caractéristiques, hein, un pantalon, une veste, alors pantalon, salopette et une veste. Ces deux modèles, hommes et femmes, sont des modèles refendus, donc qui vont nécessiter a priori une lubrification pour pouvoir mettre le matériel. Encore une fois, personnellement, quand je mets une combi refendue, c'est une lubrification à l'eau de mer, à l'eau dans laquelle je me baigne. Enfin, et pour terminer le matos, je vous ai mis les deux mannequins, cette fois-ci directement, avec une combinaison nylon extérieur et nylon intérieur, pour vous dire que ça existe. Là, elle s'appelle l'UP Explorer.
exactement pareil que le refendu. Il s'agit de combinaisons de pièces avec un pantalon ou une salopette et avec une veste sans fermeture éclair avec cagoule. Donc, pour dire tout simplement que oui, c'est des modèles peut-être moins attrayants sur un point de vue esthétique, mais lorsque vous mettrez votre combi, d'une part, vous ne la verrez pas, elle sera là pour vous apporter de la chaleur, du confort. Euh, Vous serez bien content, c'est des modèles en nylon, ils vont s'enfiler très facilement, ils vont se retirer également très facilement. Et puis, ma foi, si elle est un petit peu moins chère, un petit peu moins belle, vous aurez peut-être un petit peu moins peur de l'utiliser dans des milieux tels que des côtes rocheuses, d'être jeté sur un ressac, d'avoir à intervenir très rapidement sur un apnéiste, sans penser à protéger la combi, parce que vous risqueriez de l'abîmer. Donc, vraiment, pour moi, cette combi-là a ses qualités en fait d'être moins cosmétique. On est moins en train de penser à y faire attention, on est plus à penser à faire de l'apnée. Voilà pour la session de ce soir. Maintenant, ce sera l'heure du débat, l'heure des échanges. Et donc, j'arrête